Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission C'est à 3, qui est une plateforme de débat contradictoire, une émission qui soulève des interrogations de tout genre, sans tabou et dont le respect et la courtoisie. Les réseaux sociaux, menaces ou bienfaits pour la démocratie, c'est le thème que nous allons évoquer ce soir. Dans le cadre des récents mouvements sociaux, les réseaux sociaux sont, il faut le dire, devenus des outils de communication de masse et justement des vecteurs de mobilisation. L'appropriation sociale d'Internet devient une part importante dans le processus de démocratisation. Des sites web comme Facebook et Twitter sont largement utilisés par des militants et des citoyens pour relayer un certain nombre d'informations qui n'est toujours pas accessible au grand nombre, sinon aux médias traditionnels, ainsi que pour contourner la censure. Il faut le dire, il semble que l'émergence des technologies nouvelles ait offert une nouvelle tribune au débat public, mais à l'allure où vont les choses, de nombreux analystes s'interrogent sur l'impact de ces outils de communication dans le processus démocratique des États africains. Les réseaux sociaux, bienfaits ou menaces pour la démocratie, nous en parlons ce soir. Justement, pour en parler, nous avons un panel d'invités. Je vais commencer par ma droite. Nous avons justement Monsieur Igor Odjir. Vous êtes un jeune leader. Merci et bonsoir. Bonsoir, Dina. Juste à côté, Monsieur Théophane Zamze Biogué. Bonsoir. Bonsoir et merci de me recevoir. Et vous êtes aussi un jeune leader, je tiens à le préciser. Et juste à côté de vous, on a Monsieur Loïc Mambo, Arnaud Loïc Mambo. Bonsoir. Bonsoir. Et merci. Merci, c'est nous qui vous remercions d'avoir disposé de votre temps pour participer à cette émission. À ma gauche, nous avons Monsieur Fred Aurel Moussok. Vous êtes le porte-parole du mouvement des jeunes UPGistes. Bien oui, merci pour l'invitation. C'est toujours avec plaisir que je viens participer aux émissions de Canal 7, notamment cette après. C'est nous qui vous remercions. Et juste à côté de vous, il y a Monsieur Stevie Essima Ndutoum. Vous êtes un acteur politique. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi de découvrir charmant le Canal 7. Merci à vous, messieurs, d'avoir disposé de votre temps pour participer à cette émission de débat. Nous vous rappelons qu'au cours de cette émission, nous parlerons du rôle des réseaux sociaux dans la société. De manière générale, par la suite, nous verrons les réseaux sociaux comme un facteur, justement, qui participe au développement de la démocratie dans les différents États, notamment la démocratie, une certaine démocratie représentative selon certains observateurs. Et enfin, nous terminerons pour tenter de répondre à cette question. Les réseaux sociaux, bienfaits ou menaces pour la démocratie. Mais déjà, messieurs, d'entrée de jeu, peut-être vous poser cette question avant même d'aller suivre avec vous ce reportage. Alors, pour vous, quel est le rôle actuellement des réseaux sociaux et peut-on vivre en dehors de ces outils d'information ou de communication actuellement? Sentez-vous libre. Écoutez, je vais peut-être ouvrir ce débat avant de répondre à votre question en me prononçant un tant soit peu sur la portée et l'intérêt du thème sur lequel nous allons débattre aujourd'hui. Parler des réseaux sociaux, au fond, du moins de ma perspective, c'est parler d'un outil majeur et quasi incontournable de structuration de l'opinion publique, alors que nous assistons à une sorte de dévalorisation ou de perte de vitesse des structures classiques, des organisations classiques de structuration de l'opinion, à savoir les partis politiques. Et donc, les réseaux sociaux tendent à devenir de véritables armes d'information, parfois aussi des armes de désinformation. À l'origine, ce sont des outils qui ont été créés pour permettre aux gens de rester en contact. Nous avions 9 ans avant Facebook, avant la création de Facebook, des sites comme Classmates, qui figure comme l'ancêtre de Facebook et qui permettait cela. Or, aujourd'hui, avec le nombre d'applications possibles et multiples qu'on peut effectuer, dont on peut bénéficier sur les réseaux sociaux, on apprend à mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes qui permettent de libérer, voire de libéraliser la communication publique et donc de diversifier les moyens par lesquels on influence ou on influe sur le cours de la vie de notre société. Donc c'est un peu ça la réalité des réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a une sorte de déplacement du débat et des réactions, de l'interprétation des débats de la réalité à une sorte de réalité virtuelle. Alors peut-être, allez-y. Tantôt de corps en disant que moi je voudrais m'interroger sur l'essence même de ce qu'on appelle, ce qu'on entend par réseaux sociaux. Quelle est son essence, quel est son impact, mais mieux, quelle est la structure que ces réseaux sociaux viennent bouleverser.
Alors, ces questions m'amènent à penser qu'en réalité, les réseaux sociaux sont la manifestation de l'émergence du populisme. Parce que c'est quand même un média d'essence populiste. Et donc, dans cette perspective-là, les réseaux sociaux ont bien porté sur eux l'émergence, justement, on le voit en Europe, où ces réseaux sociaux sont beaucoup développés, l'émergence sur le débat politique, justement, des idéologies populistes. Et aujourd'hui, on voit émerger des partis comme Podemos en Espagne, Syriza en Grèce, et il y a d'autres leaders. Ce sont les phénomènes des réseaux sociaux, parce que la classification ou la structuration de l'action politique, du débat démocratique, était faite dans des cercles qui n'étaient pas forcément approchables à tout le monde. Or, les réseaux sociaux sont venus démocratiser, délibéraliser, de sorte qu'aujourd'hui, l'idéologie populiste n'est plus stigmatisable. Alors qu'avant, revendiquer être populiste était quand même source de stigmatisation par l'établissement, n'est-ce pas? C'est-à-dire ceux-là qui pensaient que la société devait être une société hautement élitiste. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont donc devenus cet organe de propagande des idéologies populistes. Même si pour certains, ce sont des outils de communication qui restent toujours élitistes, hein, pas accessibles à tous, hein, pas au grand nombre. Tout le monde ne peut pas se permettre... voilà. Dans le cas d'espèce, notamment juste le premier cas, c'est-à-dire l'Europe, oui. C'est quand même devenu des moyens de communication très populaires. Oui. Mais pour parler de l'Afrique, puisque nous sommes africains. Voilà, pour revenir en Afrique, les conséquences de ça, peut-être je termine par là, c'est finalement il y a deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train progressivement de tuer ce que j'entends par le principe même de la démocratie représentative. Les réseaux sociaux vont à terme, c'est ça la séquence intellectuelle. À terme, les réseaux sociaux vont nous faire changer de paradigme. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers une démocratie représentative, comme c'est l'essence de la démocratie au sens grec antique où l'agora était là pour recevoir tout le monde et tout le monde pouvait participer sans phénomène. Il y a des réactions autour de cette table. Je voudrais déjà préciser parce que mes prédécesseurs ont planté le décor. Je voudrais préciser le fond de la thématique qui est posée. Il s'agit pour nous d'évaluer ou de scruter la relation qu'il y a entre les réseaux sociaux et la démocratie. Que la démocratie s'entende comme protection des libertés publiques ou garant des libertés individuelles, quelle est aujourd'hui, c'est ça les questions que nous devons nous poser, quel est aujourd'hui l'impact des réseaux sociaux sur la protection des libertés, que la démocratie s'entende comme étant mécanisme de dévolution du pouvoir, donc comme étant les mécanismes par lesquels on gère les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, quel est aujourd'hui l'impact des réseaux sociaux et quelle est aujourd'hui l'implication des populations, quelle est aujourd'hui l'implication des populations sur la vérification, le contrôle même de ces mécanismes qui sont là. Donc voici le thème auquel nous faisons face et c'est sur ces questions que nous devons nous prononcer. Donc il n'est pas question de déplacer le débat à des théories purement, vous avez le droit de réagir, monsieur Fred Aurel-Moussoc, allez-y. C'est quand même sédentaire. Vous avez la parole, allez-y. Bien, merci. Moi je me réjouis de la clairvoyance d'Ogier, qui a quand même essayé de recadrer les choses. Mais comme disait Jean-Paul Sartre, avant de commencer tout débat, entendons-nous sur le sens des mots. Réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un réseau social? À la limite, quand on regarde un peu le dictionnaire, on regarde une littérature sur la question, on lui dit que c'est un ensemble d'individus, d'organisations reliés par des interactions sociales régulières, dans le but de créer un cadre d'échange, de communication, ou encore une vie sociale. En conséquence, un parti politique est un réseau social. Une association est un réseau social. L'université est un réseau social, puisque c'est un cadre d'échange, de transmission, d'informations, de données. Et l'évolution se faisant, qui a inventé le terme réseau social? Moi, j'ai cherché un peu, et on découvre que c'est un anthropologue australien dénommé John Arundel Barnes, qui introduit le terme réseau social dans l'anthropologie et la sociologie en 1954, dans le cadre de l'étude de ce qu'on appelle la théorie des réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fonde les regroupements, les échanges entre les individus? Quelles sont les modalités de ces échanges?
Et les médias classiques, la télévision, la radio, sont des réseaux sociaux. Et par rapport à la thématique qui nous est proposée, sur quoi on met l'accent? On met l'accent sur ce qu'on appelle les médias sociaux. En principe, la télévision devait être un média social. Mais dans le jargon des spécialistes de la question, ils font la différence entre les médias classiques et les médias sociaux. Les médias sociaux, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les réseaux sociaux, généralement, mais en réalité, qui sont les éléments de technologie. Facebook, Twitter et Internet, qui est l'instrument principal qui nous permet d'avoir accès à tout cela. Donc, il faut déjà planter le décor en montant ce qu'on appelle un réseau social. De quoi s'agit-il? Il s'agit beaucoup plus de ce qu'on appelle les médias sociaux. Alors, la question qui est posée d'entrée de jeu, quel est leur rôle? En réalité, c'est la question du débat. Qui doit avec la démocratie. Justement, c'est la question en rapport. Voilà. Et normalement, question à laquelle nous devons répondre en termes de conclusion beaucoup plus vers la fin, mais je me dirais que les idées sont les suivantes. Réseaux sociaux, rapport avec la démocratie. La démocratie, peut-on la résumer un peu? On a parlé de liberté publique. En quoi les réseaux sociaux permettent la promotion et la protection des libertés publiques? Monsieur, je rappelle toutefois que vous êtes là pour répondre aux questions dont les téléspectateurs aussi se posent, non pas pour nous poser d'autres questions, parce qu'à partir de cet instant, les téléspectateurs ne se retrouvent plus. Ce serait intéressant que vous répondiez aux questions, parce que ce sont les questions auxquelles les téléspectateurs ont besoin ou attendent des réponses. Je vais terminer mon raisonnement en disant que dans tout développement intellectuel, il y a un thème central, mais il y a des sous-thèmes. En réalité, les aspects que nous allons développer, c'est ça, le rapport entre les réseaux sociaux et les libertés publiques, notamment la liberté d'expression, la liberté de communication, les réseaux sociaux et la cohésion sociale. On a bien dit bienfaits et menaces. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent menacer la cohésion sociale? On parle de terrorisme, la vulgarisation du terrorisme, le recrutement. C'est à travers les réseaux sociaux. Regardons l'actualité en France. Ça peut être perçu comme une menace. Donc, les rapports entre les réseaux sociaux et la démocratie, nous devons les chercher dans ce qui fait l'actualité, dans des aspects que nous vivons tous les jours. Justement, voilà. Il y a tellement d'aspects en termes d'actualité que nous sommes quand même obligés de rester sur le concret. Arnaud Loïc Mambo, vous n'avez pas encore eu le temps de réagir. Allez-y, vous avez la parole. Exactement, mademoiselle Poussou. La thématique soumise à notre appréciation est d'autant plus intéressante que toutes les questions sous-jacentes, puisque tous ceux qui ont parlé avant moi ont été écrits un certain nombre de questions, sont aussi importantes. Mais ce qui va m'intéresser d'abord d'entrée de jeu, c'est beaucoup plus la dimension traditionnelle, du moins celle qui intègre la création même des réseaux sociaux en question, notamment Facebook, qui est, je le pense, le plus prépondérant de ces réseaux. Ouais. Si c'était un pays, juste pour édifier, ce serait un pays qui a pratiquement 800 millions, pour être précis, d'utilisateurs, donc d'habitants, c'est énorme. Je crois qu'il faut d'abord partir d'un principe simple, c'est que les réseaux sociaux ont pour mission première de créer certainement une interconnectivité. J'ai suivi avec une attention particulière l'intervention de mon frère d'en face, et créer une interconnectivité, aussi permettre au grand nombre, selon que parfois certains moyens de communication sont compliqués, n'est-ce pas, permettre au grand nombre d'avoir accès, de communiquer, d'être en interconnectivité par principe. Puisque la question c'est de savoir si les réseaux sociaux seraient une menace ou du moins bien fait pour la démocratie qui, si je dois convoquer l'étymologie qui partirait de démos, donc le peuple, les kratos, donc le pouvoir ou encore l'autorité, selon que là-dedans on intègre aussi la souveraineté, c'est-à-dire qu'on parle de démocratie, c'est que c'est un système de gouvernance, un système politique où la souveraineté, le pouvoir décisionnel dans la logique est l'émanation du peuple. Ça veut dire quoi en retour? Ça veut dire que si le peuple qui a la possibilité, qui a le quitus de mandater n'importe quel individu pour, par exemple, présider au destin d'une république, n'est-ce pas, n'a pas peut-être, par rapport au coût social, toute cette population n'a pas la possibilité de communiquer ou encore d'avoir accès à un certain nombre de plateformes de communication. Facebook, qui est la plus élémentaire, permet à ce que tout le monde soit là. Donc, de façon basique. Ramasser peut-être comme ça, le dire. Mais excusez-moi, messieurs. Les réseaux sociaux, à la limite, ne sont pas nécessairement une menace pour la démocratie, bien au contraire.
Oui, mais revenons au rôle premier de ces outils-là. Je crois comprendre qu'ils ont été créés pour parler de Facebook, Twitter et j'en passe, pour faciliter la communication entre les personnes d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut le confirmer que ce rôle reste toujours celui-là, ou bien on a l'impression de tendre à autre chose? Même ceux qui ont conçu les réseaux sociaux les ont fait évoluer d'une certaine manière. L'utilisation qu'on avait d'un réseau social dans le sens qui a été défini ici, il y a 5 ans, n'est pas tout à fait la même de celle qu'on en fait aujourd'hui. Ce sont des outils qui sont appelés à évoluer pour répondre à de plus en plus de besoins, des besoins économiques, des besoins sociaux, etc., etc. Mais j'ai envie de rebondir sur quelque chose que mon frère Stevie Essima a dit et qui est particulièrement intéressant lorsqu'il parlait de démocratie participative. Parce que je crois qu'Igor a très bien fait le lien, l'apport, et mon frère d'en face aussi, l'apport des réseaux sociaux par rapport à la démocratie. On a, si je veux employer ce néologisme, une sorte de virtualisation du débat. Et dans ce sens-là, on pourra trouver quelques bienfaits des réseaux sociaux par rapport à cette réalité-là pour la promotion de la démocratie, à savoir que, à la différence d'un discours politique qui est diffusé sur les médias traditionnels, sur une chaîne de télévision ou à la radio, sur le réseau social, je vais prendre l'exemple de Facebook, il y a cette capacité à interagir avec le public à travers des likes, à travers des commentaires. Et donc, ça peut être considéré comme quelque chose de positif, en ce sens qu'on pourrait considérer les réseaux sociaux comme une sorte de thermomètre qui permettrait d'évaluer la portée, le bien fondé d'une initiative politique ou d'une initiative sociale. Maintenant, cette question-là fait intervenir une autre. C'est qu'il faut qu'on s'interroge aussi, dans ce sens-là, sur le discours qui est véhiculé, sur la qualité du discours qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Je pense que pour ce qui est du Gabon, nous avons longtemps vécu, historiquement parlant, dans le système du parti unique, et qu'à travers le réseau social, on est en train de compenser une sorte de manque. Je parle de l'opposition et de la majorité. Les partis de l'opposition, il faut le dire, n'ont pas nécessairement la même capacité de mobilisation que le parti au pouvoir. Ce sont des faits, c'est historique, c'est incontestable. Et je pense qu'à travers les réseaux sociaux, c'est une opportunité de compenser cela. Parce que les gens sont beaucoup plus saisissables ou plus facilement saisissables sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus interactif. Maintenant, la question à se poser est de savoir si la qualité du débat sur un réseau social peut être comparée à la qualité du débat que nous avons ici, ou que nous avons dans nos universités, ou que nous avons dans tous les cadres sérieux de débat. La question mérite d'être posée. Vous voulez à tout prix répondre. En disant que, vraiment, je reviens, il faut qu'au départ, on plante le lien qu'il y a, il a dit, entre réseaux sociaux et démocratie. La démocratie, c'est d'abord le pouvoir du peuple. Je le dis, le réseau social, c'est une manifestation populiste. Mais mieux, dans le cas du Gabon, pour être plus pratique, dans le cas du Gabon, l'émergence des réseaux sociaux a des conséquences au plan politique. Est-ce que des conséquences positives ou négatives? Oui, d'abord, nécessairement positives. Oui, allez-y. Puisque les réseaux sociaux permettent quand même aux leaders politiques de communiquer directement avec la population sans forcément y avoir accès de façon physique. Une certaine proximité. Moi, j'étais candidat, je n'avais pas de moyens pour faire la campagne. C'est grâce aux réseaux sociaux que je me suis fait connaître dans ma circonscription. Et certainement que je ne peux pas vous dire qui m'a voté, mais c'est le travail des réseaux sociaux. Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a forcément des conséquences positives. Mais le danger, et je pense que ce débat doit nous aboutir à cela. C'est-à-dire, comment prévenir les éventuelles dérives des réseaux sociaux. Nous allons arriver à cela et voilà. je crois que ça va être intéressant lorsqu'on va faire des propositions concrètes. Allez-y, monsieur Igor. Je voulais dire simplement que d'abord, il faut préciser, on n'aura jamais un intérêt dans ce débat si l'espace n'est pas situé, si on n'a pas un topos, donc le Gabon, qui est notre espace d'expérimentation sur lequel on va évaluer l'apport des réseaux sociaux. Parce que oui, l'Afrique, mais on n'a pas les mêmes besoins que l'Afrique du Sud, en termes de démocratie, en termes d'évolution des mentalités, en termes de pratique des mécanismes institutionnels. C'est vrai, monsieur, en France, actuellement, la préoccupation, c'est le djihad. Est-ce que c'est la même préoccupation au Gabon? Non. Et donc, si on veut évaluer les réseaux sociaux, on revient sur le cas du Gabon.
Est-ce que les réseaux sociaux ont permis aux gens, j'ai cité 3 mécanismes que j'estime essentiels pour définir la démocratie, non pas comme il a fait, comme gouvernement du peuple par le peuple, mais il y a quoi à l'intérieur? À l'intérieur, il y a institution, il y a liberté publique et il y a élection. C'est ça la démocratie. Est-ce que dans le premier cas de liberté publique, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui ont permis une grande implication des populations sur le contrôle et la promotion et la protection des libertés publiques? Qu'est-ce que vous en pensez justement sur cet aspect au Gabon, au niveau du Gabon? Au Gabon, je pense qu'il y a quand même un avantage à ce que les réseaux sociaux arrivent. Il y a des décisions publiques qui sont prises après des pressions qui sont menées sur les réseaux sociaux. Mais ces plaidoyers ont plus d'impact que des plaidoyers traditionnels qui auraient pu être menés sur l'Union, sur Écho du Nord ou sur des médias traditionnels. Sur le contrôle des élections, par exemple, qui représente aujourd'hui un mécanisme important. On a, par exemple, vu que dernièrement, il y a 2 jours, il y a quelques jours, le week-end dernier, il y a eu l'élection présidentielle au Congo et les gens ont été dans le regret de constater que les réseaux sociaux, que les médias sociaux, pour être plus en accord avec Fred, que les médias sociaux ont été coupés. Ce qui n'a pas permis une grande implication des acteurs politiques qui se trouvaient à l'étranger, donc des Congolais qui se trouvaient à l'étranger sur le contrôle même des résultats de ces élections. Mais puisqu'on parle du Congo, M. Igor Odjir, est-ce qu'en même temps, on est obligé de condamner les autorités de Brazzaville qui ont cru protéger des institutions publiques de peur que les résultats soient publiés avant les institutions? Je ne pense pas, et c'est ça l'erreur, je ne pense pas que les réseaux sociaux ont fait évoluer les mentalités. Dans les réseaux sociaux, le débat que nous avons sur nos médias sociaux sont les débats que nous avons au quartier. Donc, les réseaux sociaux sont à la proportionnelle la copie de la réalité politique gabonaise. Par exemple, vous trouverez sur la même élection des gens qui vous diront que le président Sassou Nguesso a échoué avec 11%, d'autres qui vous diront qu'il a eu 60%, certains qui vous diront qu'il a eu 61%. C'est ça le désavantage des réseaux sociaux. C'est que ça vous me permettrez, le néologisme, ça légitimise le résultat réel qui est donné par l'institution, qui finalement va communiquer en retard et ça peut causer des troubles dans le pays. Donc il y a tout ça et on ne va pas contester, on ne va pas nier. Il n'y a pas que des avantages sur les réseaux sociaux. Et la violation des droits de l'homme qu'il y a ici, qui ne sont pas seulement du fait de l'État, mais qui sont aussi du fait des individus. On voit aujourd'hui au Gabon le niveau de calomnie sur les réseaux sociaux, le niveau d'agression, le niveau d'atteinte aux libertés publiques qui sont orchestrés par des individus. Mais le problème, c'est que les institutions qui sont en charge de réguler la communication n'ont pas accès parce que... Non, il faut qu'elles s'adaptent alors. C'est peut-être la solution. Chacun est devenu un médium. Il suffit d'arriver sur les réseaux sociaux pour dire que la SCG a mis un communiqué sur Facebook pour dire qu'on ne boit plus de son eau, pour que les gens augmente. Donc, à vous entendre parler, Igor Odjir, il va falloir peut-être que les institutions aussi, étatiques, etc., s'adaptent à cette nouvelle transformation. C'est pas ce que je souhaite. Pour pouvoir, c'est peut-être le résultat. Vous avez le droit de réagir. À vous entendre, hein, c'est peut-être ce à quoi on devrait... oui. Par exemple, vous prenez le CNC. Le CNC, c'est plus facile pour le CNC de contrôler Écho du Nord, l'Union, la Griffe, mais c'est très difficile pour Écho du Nord de contrôler Igor Odjir. Pourtant, il peut causer les mêmes dégâts que ces journaux. Je le dis pour le regretter, mais pas pour souhaiter que ces institutions s'investissent dans cela. Allez-y, Fred. Oui, merci. Moi, j'ai l'impression qu'on va un peu vite en besogne. Je souhaiterais que de façon méthodique, on aille étape par étape. Revenons d'abord à ce qui constitue le cœur même du sujet qui est proposé. En réalité, la problématique, c'est le rapport entre les réseaux sociaux et la démocratie. Et quand on regarde la question qui est posée, bienfaits ou menaces, on ne peut apprécier les bienfaits ou les menaces qu'au regard des enjeux démocratiques. Qu'est-ce qui caractérise un régime démocratique? La plupart des politologues ou des spécialistes de la science politique nous disent que ce qui caractérise un régime démocratique, en comparaison au régime autoritaire ou dictatorial, c'est le pluralisme. Le pluralisme des idées, le pluralisme des forces politiques, le pluralisme des forces intellectuelles, le pluralisme des forces culturelles, c'est-à-dire proposition contre proposition, pouvoir, opposition. C'est le pluralisme. Lorsqu'on regarde les réseaux sociaux sont forcément bien faits, puisque les réseaux sociaux démocratisent
pluralise d'abord l'accès à l'information. Quel est le problème qui se pose? Pour parler de l'Afrique, qu'est-ce qu'on a constaté même dans certaines dictatures européennes? Le creuset même, le fond du débat, c'est l'information. Pour la construction de l'opinion. J'aime bien cette expression, la construction de l'opinion. Parce que qui a l'opinion a en quelque sorte le pouvoir. C'est pour ça qu'on dit en démocratie, avant de gagner l'élection, il faut d'abord gagner la bataille des idées. C'est fait pour gagner la conscience et l'opinion. Comment? La plupart des dictatures font quoi? D'ailleurs, même toutes les dictatures, qu'est-ce qu'elles font? Elles monopolisent l'information. En monopolisant quoi? Les médias d'État, les médias de gouvernement. Vous voyez, une seule information est véhiculée au peuple. Comment pouvez-vous alors analyser les avantages et les inconvénients d'une politique si vous n'avez qu'un seul discours? La démocratie requiert d'avoir un discours, un autre discours, puis un autre, et on compare. Donc, quand vous évoquez cela, vous faites allusion au Gabon ou à l'Afrique en général? Je fais allusion au Gabon, je fais allusion à la plupart des pays de l'Afrique. Donc on ne retrouve pas un pluralisme. Regardez par exemple nos médias publics. Vous regardez l'Union, le quotidien de l'Union, vous regardez Gabon Télévision. Il y a combien de passages sur le régime? Combien de passages sur l'opposition? Et donc les réseaux sociaux permettent de faciliter le processus démocratique. Oui, mais les réseaux sociaux, il faut comprendre, les réseaux sociaux participent de cet enjeu de pluraliser l'accès à l'information. Les réseaux sociaux qui n'est pas donné par les médias traditionnels. Par les médias traditionnels. Voilà. Monsieur, si vous permettez, monsieur, il va terminer. Monsieur, s'il vous plaît. Allez-y, rapidement. Je dois quand même rebondir sur certaines choses qui ont été dites, de mon point de vue, qui sont fausses. Allez-y. Et il faut que ceux qui nous suivent le sachent. Ça c'est brutal comme expression fausse. Oui, fausse pour je toi. vous le conseille. Oui, mais... il va. Allez-y, quand on dit, allez-y. par exemple, déjà, je crois qu'il y a un problème quand on confond populisme et populaire. De mon point de vue... Notamment une expression qui a été utilisée par votre voisin à côté. Les réseaux sociaux ne sont pas un instrument populiste. Les réseaux sociaux sont un instrument populaire. Pourquoi je le dis? Parce qu'ils comparent la démocratie représentative, qui est l'actuel régime que nous connaissons, avec ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie participative qui a beaucoup émergé justement avec les réseaux sociaux. En disant que l'information, le débat politique revient à ceux qui ont été élus, désignés. Mais laissez-moi vous dire que les syndicats, quand ils sont élus, ils sont aussi représentatifs des syndiqués. Ceux qui créent des blogs, les forums, ils sont aussi représentatifs de quoi? D'une pensée, d'une analyse. Pourquoi ils seraient moins représentatifs que ceux qui sont élus à l'Assemblée ou au Sénat? Encore que ceux qui sont... Permettez que juste à côté de vous, il réagisse. Il a été interpellé par vos propos. Il a dit quelque chose que vous avez estimé. Je termine par là pour qu'il rebondisse en disant que encore, on n'est pas sûr en une que phrase. ceux qu'on élit là-bas font toujours la volonté du peuple. Allez-y. Alors moi, je pense qu'un débat n'est pas le lieu de venir afficher ses convictions. Mais bien sûr que si. Le débat... Je suis désolé. Non. Mais bien sûr nous n'allons pas faire, messieurs, une fixation sur les convictions des uns et des autres. Si on revenait sur le débat, les téléspectateurs veulent savoir les réseaux sociaux, bienfaits ou menaces pour la démocratie. Monsieur Stevie et Siman Doutoum, c'est la question qui vous est posée. Qu'on fasse appel à moi en tant que simple citoyen. Je dois répondre. Vous êtes là en tant que porte-parole du mouvement des jeunes pégistes. Vous avez la parole. Allez-y. Moi, je pense, j'attendais de penser, et je le dis, le débat, c'est, par la démonstration, parvenir à fédérer les gens autour d'un idéal. Ce n'est pas parce que sinon, chacun va réfléchir. Mais maintenant, moi, je vous dis, la démocratie représentative auquel j'ai fait allusion, à laquelle j'ai fait allusion pour moi, c'est une tendance, n'est-ce pas, qui, depuis l'enfance, la 5e République, a été porté sur le débat public. Ah non, je prends la France comme c'est public parce que c'est le plus proche de nous. Alors, aujourd'hui au Gabon, pour revenir au Gabon, la démocratie représentative, elle se vit. C'est quoi? C'est l'Assemblée nationale, c'est le Parlement. Et cette démocratie représentative a souvent causé du tort, et tout le monde le dit. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue l'affaire d'une élite. C'est-à-dire l'affaire
d'un cercle, est-ce que les réseaux sociaux ont permis d'un cercle qui permet ça. Voilà. Maintenant, lorsque j'ai parlé de populisme, je dis que les réseaux sociaux sont la manifestation de la montée des idéologies populistes. Et il faut être, mais je vous dis, le phénomène que de moi en Espagne, c'était un phénomène populiste. Mais je vais revenir sur le cas du Gabon. Le Gabon, je vous dis qu'au Gabon, les réseaux sociaux sont bénéfiques à plus d'un titre pour notre vitalité démocratique. Quelques exemples peut-être, parce que affirmer comme ça, on a envie de... Je vous ai pris l'exemple sur moi-même. Je vous ai dit... vous avez été candidat. Mais messieurs... Est-ce que le fait que vous avez communiqué sur les réseaux sociaux vous a donné plus de lecteurs? Bon, voilà. Non, ça veut dire mais les gens qui ont commenté vos photos sur Facebook messieurs, pas voté finalement. C'est justement, messieurs s'il vous plaît, messieurs, c'est justement votre exemple qui me permet de poser cette question. On a dit, semble-t-il, qu'en 2008, le président Barack Obama, avant d'être élu président, a gagné sa bataille sur les réseaux sociaux et que c'est en partie les réseaux sociaux qui ont participé à son électorat ou bien à son élection. Est-ce que ça confirme sa position? Il a dit qu'il a été... Ça confirme sa position. Voilà, messieurs, s'il vous plaît. Je pense que ça confirme sa position, mais aux États-Unis. Pas au Gabon. D'accord, pas au Gabon. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Nous sommes des Gabonais. On sait comment se passe une campagne électorale. Il faut beaucoup de moyens. Elle ne peut pas se gagner sur les réseaux sociaux. Elle ne peut pas se gagner sur les réseaux sociaux. Et c'est réel. Ce qui est bien, c'est que il y a des jugements où il faut aller pour avoir l'expérience. Moi, je vous dis qu'au Gabon, les réseaux sociaux sont bénéfiques. Mais le débat qui se pose, peut-être la qualité, il a dit, la qualité des messages véhiculés. Ça, c'était nos débats. C'est un débat éthique. Mais sur le véhicule que représentent les réseaux sociaux... Messieurs, on va... Permettez qu'on essaie de... Juste quelque chose. Pour la suite du débat, je pense qu'il est toujours important de revenir au mot. Quand il parle de populisme, moi je dis... Pour moi, cette perception, elle est fausse. Pourquoi? Parce que même le débat hors réseaux sociaux peut être aussi très populiste. Mais populiste. Quand on fait... Alors, il faut revenir à ce qu'on entend par bon, messieurs, nous allons... Alors, nous allons aller vers la régie parce que nous avons un reportage que nous tenons à tout prix que vous regardiez. Messieurs, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, nous allons revenir pour la suite de ce débat. Alors, au moment où l'Afrique se trouve confrontée, messieurs, s'il vous plaît, nous allons continuer. Alors, au moment où l'Afrique se trouve confrontée à un immense défi de l'ancrage de la démocratie, les médias ont un rôle central à jouer dans l'édification de la société. Mais force est de constater aujourd'hui qu'avec l'émergence de nouveaux faisceaux d'informations tels que les réseaux sociaux, les médias dits classiques se taillent une place non négligeable. Quel est le rôle des réseaux sociaux dans la société actuelle? Une tentative de réponse dans ce reportage d'Abdulaziz Maïga. Avec l'essor exponentiel de la technologie, les nouveaux faisceaux d'informations s'illustrent comme les aiguillons des opinions publiques. En effet, face à l'immense défi de l'ancrage de la démocratie, les réseaux sociaux se hissent comme le socle de la démocratie et de la liberté d'expression. La chasse à l'information a donné naissance au journalisme indépendant, assurant une certaine liberté dans le traitement de l'information face à des médias encore sous influence. S'il n'est plus convenable d'ignorer l'intégration de ces canaux d'information, les dérives, elles, sont souvent très fréquentes. C'est assez simple en fait, les réseaux sociaux doivent d'abord diffuser de l'information qui est vraie. En tout cas, les institutions, les villes, les États doivent diffuser de l'information qui est vraie. C'est le premier vecteur de communication de paix vers les citoyens. C'est ce qui va rassurer les citoyens, c'est d'avoir des comptes sur lesquels ils peuvent se fier. Ensuite, il faut que les réseaux sociaux servent à une ville à écouter ce que les citoyens ont à dire, même s'il faut faire très attention. Il y a souvent de la désinformation. Donc il faut analyser, il faut prendre beaucoup de recul sur tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, mais ça permet au moins d'identifier ce qui s'appelle des signaux faibles, c'est-à-dire des choses qu'on n'aurait pas vues, qu'on n'aurait pas anticipées. Et puis surtout, il faut essayer de mettre en place des outils de veille pour vraiment comprendre à des endroits, sur des forums, sur d'autres réseaux
qui ne nous sont pas directement adressés, comprendre quelles thématiques, quelles informations ont été déposées ou en tout cas été citées par les usagers, parce que parfois on ne s'adresse pas à nous directement, ville ou État, et pourtant on dit des choses sur nous. Donc l'intérêt c'est de savoir ce qu'on a dit et où est-ce qu'on l'a dit. Et une fois qu'on a ça, voilà, on peut analyser et essayer d'être meilleur dans notre information, hein, de synthèse, analyse et complémentarité des sujets de notre information grâce aux réseaux sociaux. La forte mobilisation qu'a engendré le printemps arabe sur la toile en est une parfaite illustration. La désinformation, l'exagération, la diffamation et l'incitation à la haine, autant d'actes innommables et difficiles à gérer par les populations et les pouvoirs. Plus que jamais, Facebook, Twitter, les blogs et le cross-posting sont au cœur d'une véritable guerre d'information afin de contrecarrer le black horde des médias traditionnels et alerter l'opinion internationale. En définitive, ces nouveaux faisceaux d'information jouent sans nul doute un rôle très important dans le processus démocratique en favorisant la participation citoyenne et la pluralité d'opinions, mais ils peuvent se révéler comme une source de tension. Alors, messieurs, on a suivi ce reportage tout à l'heure. Hein, on parle aussi d'incitation à la haine, la calomnie, la diffamation, etc. C'est devenu un peu aussi, il faut le dire quand même, hein, le quotidien sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Est-ce à croire qu'on est en train de perdre le véritable objectif qui a été visé? Je pense que c'est quelque chose, c'est la tendance qui tend à se généraliser, très malheureusement. Et je pense que, dans ce sens, je vais rejoindre ce qu'essayait de poser Igor Ogier à ma gauche il y a quelques instants, en disant que les réseaux sociaux, bien faits, oui, mais à condition qu'on s'intéresse à la qualité des messages qui sont véhiculés. Et je pense que la qualité peu reluisante auquel on a droit de manière générale sur les réseaux sociaux aujourd'hui est due à quelque chose de beaucoup plus profond. Je pense que c'est parce que, en partie évidemment, parce qu'il faut tout nuancer, c'est parce que les partis politiques que je posais précédemment comme des organisations classiques de structuration de l'opinion, à l'exception des médias et autres, c'est parce que les partis politiques ont un peu délaissé leur rôle de formation de l'opinion, pas d'information, de formation de l'opinion, que cette réalité-là tend à se traduire aussi sur les réseaux sociaux, parce que la vie sur les réseaux sociaux n'est que l'émanation de la vie réelle. On a parlé du printemps arabe dans votre reportage, ça tombe bien parce que le printemps arabe qu'on a qualifié de révolution, je pense que c'est une révolution un peu par abus de langage, ça relève davantage d'une révolte, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le printemps arabe est parti des réseaux sociaux et de la jeunesse. Or, à la clé, qu'est-ce qu'on a eu? C'est la vieille classe politique, du moins c'est la classe politique classique qui s'est accaparée de ce mouvement qui avait été initié par les jeunes et notamment à travers les réseaux sociaux. Parce que le discours sur les réseaux sociaux est un discours de calomnie, est un discours d'attaque, est un discours violent, d'incitation à la haine, souvent, mais pas totalement. Et donc, c'est un discours subversif, mais qui ne se base pas sur des idées qui peuvent durer dans le temps. Et le plus important, lorsqu'on parle de processus démocratique avec les réseaux sociaux, ce sont les idées qui durent dans le temps. Or, sur nos réseaux sociaux, on parle plus de faits d'individus. C'est des arguments en dessous de la ceinture qui ne font pas évoluer notre démocratie. Parlons de faits, mais une fois qu'on a terminé de parler des faits, parlons des idées. Et c'est ce qui nous fait défaut, si bien que les gens, faute de matière, parlent de tout et de n'importe quoi, et ça donne la qualité qu'on a aujourd'hui. Les réseaux sociaux en eux-mêmes ne sont pas le problème. Je pense que toute l'interrogation, c'est le contenu. Ce qui en est fait, qui est sûrement le véritable problème. Parce que je pense qu'en démocratie, la démocratie n'intègre pas l'insulte ou la calomnie. Le débat démocratique, c'est un débat, je pense, qui doit intégrer l'idéologie, je pense. Mais si sur les réseaux sociaux, je vais prendre un exemple pratique, puisque vous avez voulu parler du cas du Gabon. Oui, allons-y. J'ai été, il n'y a pas très longtemps, victime d'une situation relativement gênante. Un ministre de la République, c'est quand même scandaleux, un ministre de la République qui me demande à moi, qui a mis à moi sur Facebook, et qui me demande de donner de l'argent à quelqu'un, et à son retour, il me donnera. Soyez-en sûrs, ça peut être lui. C'était certainement de l'arnaque. Voilà, ça peut être le ministre, c'est pas possible. C'est pas possible. Un peu plus loin, en France, il n'y a pas très longtemps, un journaliste, j'ai omis peut-être le nom, un journaliste qui se plaignait de ce que sur les réseaux sociaux, on diffusait des images qui faisaient état des fameux vols, je crois Paris,
Rio-Paris, quelque chose comme ça. Mais en réalité, quand il a fait la vérification, c'était un extrait d'une série. Donc vous voyez combien de fois... Ça veut dire qu'on peut facilement, et ça me permet d'évoquer la question d'une vidéo actuellement qui tourne au Gabon, celle de l'opposant Jean Ping. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vais être prudent sur diffamation, instrumentalisation, qu'est-ce que c'est? Je vais être prudent sur mon commentaire. Tout ce que je sais, c'est que M. Jean Ping est un acteur politique qui est d'ailleurs candidat à l'élection présidentielle, qui a le droit de communiquer sur un certain nombre de réseaux sociaux ou d'autres médias qui existent. Mais je pense que aller sortir donc de propos sur M. Jean Ping, je ne vais pas me prononcer, c'est du ressort des personnes qui sont derrière. Tout ce que je sais, c'est que quand on est acteur politique, s'il était avéré, par exemple, que ce monsieur a tenu ses propos, c'est totalement dangereux et scandaleux pour la démocratie de notre pays. Je pense que les acteurs politiques peuvent discuter, peuvent échanger, sans avoir besoin sans qu'il soit besoin de se heurter, de s'insulter, un peu plus loin de se calomnier. Allez-y. Oui, moi je voudrais revenir à l'expression qualité. Tout dépend de ce qu'on entend toujours par la qualité. Est-ce qu'il s'agit de la qualité sémantique, grammaticale, la qualité intellectuelle, la qualité politique? Parce que ça dépend. Il faut dissocier ce qui relève des délits pénaux et ce qui relève strictement de l'opinion. Quelqu'un peut parler avec un français ordurier, dégingandé, ça dépend. Mais il y a des choses que la loi sanctionne et il y a des choses qui relèvent strictement de l'opinion. Si vous dites par exemple que le président de la République du Gabon est un tocard, il est incompétent, il est inutile, est-ce que ça relève du délit? Non, ça relève de l'opinion. Mais ça peut choquer d'autres personnes qui estiment qu'on n'a pas à traiter le président de tocard, c'est une atteinte à sa dignité. Mais non, il faut aussi apprendre. Donc selon vous, c'est une question d'interprétation aussi? Ce n'est pas une question d'interprétation, c'est une question de séparation. Quand on veut réprimander les choses, quand on veut les contester, il faut d'abord savoir de quelle nature sont-elles. Lorsqu'on parle des réseaux sociaux, l'exemple que vous avez pris tout à l'heure est un très bel exemple. Prenez par exemple le porte-parole du gouvernement, je crois que c'est Alain-Claude Bié-Bizet. Il fait sa conférence de presse, c'est un one-man show. Qui est son contradicteur? En France ou aux États-Unis, Obama fait une déclaration aux Hollande importante, on organise un plateau télé, les gens sont là. Et les réseaux sociaux, vous voyez bien que les réseaux sociaux... Vous estimez qu'à chaque fois qu'il y a une conférence de presse, les questions posées par mes confrères... Il y a une différence entre... D'ailleurs, quand vous avez bien regardé, vous regardez la conférence de presse d'Alain-Claude Bié-Bizet, il n'y a pas de véritable contradiction. Ce sont des questions. Ce n'est pas une contradiction. Si vous regardez par exemple l'émission malheureusement qui a été abandonnée en France, je crois que c'est des paroles et des actes. Regardez le cadre. Ce n'est pas la faute d'Alain-Claude Bié-Bizet. Non, je dis pas, pardon. Que le journaliste ne soit pas à la hauteur ou ne fasse pas la contradiction. Messieurs, je trouve quand même... On peut dire que, je vais d'abord terminer mon... Vous regardez, l'homme politique ou la femme politique est invité. Il y a un cadre. Il y a des journalistes qui lui font contradiction sur les plans économiques et autres, et puis il y a des acteurs politiques au sens strict. Je veux bien que ce ne soit pas la faute d'Alain-Claude Bié-Bizet. Mais quand ça devient une habitude, excusez-moi, mais je crois que c'est quelque chose qui est suffisamment conçu. Vous soupçonnez à qui on impute la jusqu'à preuve du contraire, les conférences d'Alain-Claude Bié-Bizet sont organisées par qui? Par Alain-Claude Bié-Bizet, son service. Nous ne sommes pas là pour parler des conférences du porte-parole du gouvernement gabonais. Nous sommes là pour parler de l'impact des réseaux sociaux. Messieurs, s'il vous plaît, revenez au débat. Revenons sur le débat qui nous réunit ce soir, s'il vous plaît, messieurs. Justement, pardon, je termine, Ogier, s'il te plaît. Si vous me laissez aller au bout de ma démonstration, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que les réseaux sociaux, en termes de démocratisation de l'information, du pluralisme, ces réseaux sociaux sont d'autant plus importants que dans la plupart des États francophones, l'opinion et l'information sont dominées par ceux qui gouvernent. C'est une tendance généralisée. Donc c'est véritablement des alliés de la démocratie. Monsieur Stévy va réagir. C'est un moyen de pouvoir parler. Je pense que là, c'est notre ami qui est en train de nous sortir du débat. Pas du tout. Parce que, Monsieur Stévy a la parole, s'il vous plaît, messieurs, il a la parole. Il a la parole, il va, allez-y. En Afrique, au Gabon particulièrement, le gouvernement domine les médias
Mais les médias publics sont devenus par le gouvernement. Enfin, mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Nous sommes là pour parler de l'impact des réseaux sociaux dans la société, messieurs. Moi, c'est ce que je dis. Oui, mais Les médias du service public. Tu es juriste pour Mais- tu sais que le service public obéit au principe d'égalité. Écoutez, Est-ce que tu vois l'égalité dans le traitement de l'information dans les médias publics? je vous Le président, retire, ils sont honnêtes. je vous retire la parole, messieurs. Messieurs, je vous retire la parole. Messieurs, Est-ce que le président applique Monsieur L'article Igor 98 Odir, est clair. Monsieur Igor Le Odir, CNC Monsieur Fred veille à Mousson, l'égalité vous du n'avez traitement. pas la parole. Donc, si tu sois Vous président n'avez de pas la l'Union, parole. ça va Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, allez-y. Un peu de discipline et dépassionnons le débat. Dépassionnons le débat. Au départ, j'ai bien Allez-y. dit qu'on n'est pas ici pour nous afficher. Nous sommes des jeunes. Au-delà de tout, nous sommes des jeunes citoyens. Je recule ça. Alors, moi je pense que sur le débat qui nous intéresse ce soir, celui des réseaux sociaux, n'est-ce pas? Les autres l'ont dit et je partage ce qu'ils ont dit. Les réseaux sociaux, je le dis, je le raffirme, c'est un moyen nécessaire pour notre essor démocratique. D'accord, on peut condamner la force ou la violence des mots qui parfois sortent des réseaux sociaux. Mais c'est pourquoi tout à l'heure je vous parlais de populisme. Moi, je peux, pour moi, Vous permettez, il va terminer, messieurs. Messieurs, permettez qu'il termine ses propos. Pour moi, ce sont des épiphénomènes. On dit ça, ce sont des épiphénomènes. Le plus important, c'est est-ce que les réseaux sociaux nous amènent à un peu dynamiser notre démocratie? Je pense que oui. Et je pense aussi qu'il n'y a pas de système, il n'y a pas d'avantage sans inconvénient. Et je pense que les réseaux sociaux... Une proposition Voilà. pour remédier à cela. Voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Tout à l'heure, on a parlé de l'exemple du Congo. Je me base sur ça pour faire une proposition. Allez-y. L'exemple du Congo traduit quoi? Ça traduit que les réseaux sociaux, les acteurs politiques doivent en user parce que c'est une système démocratique, mais savoir que l'annonce des résultats est quand même une opération souveraine qui... Il y a des institutions qui sont là pour... à des institutions capables de le faire, parce que c'est quand même une opération souveraine. Et que si le Congo a décidé de bloquer les communications, je ne dis pas que c'est bien, mais ça doit servir de jurisprudence. Vous êtes des juristes. La jurisprudence voudrait que pour le cas futur, moi je souhaite que désormais on pénalise, par exemple, on pénalise ce genre d'action. Ça veut dire que dans les lois électorales, n'est-ce pas, moi j'étais candidat, on nous a fait signer une charte de bonne conduite. Qu'on dise à chaque candidat il faut désormais que... Il ne faut pas utiliser les réseaux sociaux comme moyen d'entrave à l'action souveraine qui est... Allez-y, Loïc Mombo, une proposition, allons-y, rapidement. Je pense que une proposition. Rapidement. D'abord, les réseaux sociaux n'ont pas permis une évolution de mentalité. Il a dit d'entrée. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que en démocratie, je crois que l'engagement est un élément important. Il faut, si je suis engagé quelque part, j'apprécie beaucoup le porte-parole, il est porte-parole, il affiche. Du mouvement des jeunes UPJ. Si on s'inscrit sur Facebook pour communiquer, pour sortir un certain nombre de propos, il faut s'identifier intégralement. Il ne faut pas prendre des apparences. Des faux profils, comme on en parle. Vous êtes contre les faux profils, c'est bien ça. Que chacun assume ses propos. Allez-y, monsieur. Pour moi, allez-y, Igor Odir. Les partis politiques ont échoué. C'est pourquoi M. Ping peut se permettre de dire guerre civile comme il veut à la télévision publique ou privée. C'est pourquoi il peut se permettre de dire cafard à la télévision publique. C'est façon condamnable. Nous n'allons pas rester sur ce débat. Allons-y sur les propositions, messieurs, s'il vous plaît. Il faut que les partis politiques jouent leur rôle de structuration de l'opinion. De telle sorte que cette opinion déjà structurée et conçue se déverse sur les réseaux sociaux et devienne une opinion saine. Très bonne idée, allons-y. Et les propositions, je vais aller au cœur même. Proposition majeure qu'il aurait à formuler. Il employait l'expression de combat d'idées. Je ne pense pas qu'on assiste sur les réseaux sociaux à un combat d'idées. Je pense qu'il y a une sorte de dynamique de stigmatisation d'un bilan. C'est légitime, les gens font ce qu'ils veulent.
Et on ne dépasse pas cette sphère-là, cette étape-là, malheureusement. Le débat d'idées supposerait quoi? Il y a une question qui se pose, nous sommes dans un contexte préélectoral, parlons-en. Le débat d'idées, ce serait d'avoir une contradiction fondée sur des idées qui pourraient organiser l'avenir de notre pays sur les réseaux sociaux. Et participer à sa construction. Et je pense, et je vais le redire, c'est parce que les partis politiques ont délaissé leur rôle de formation de l'opinion qu'on assiste, à ce à quoi on assiste sur les réseaux sociaux. Je suivais, il y a 2 jours, sur RFI, pour ne pas la citer, une intervention d'un autre candidat à l'élection présidentielle, Raymond Donsima, qui parlait d'un autre candidat de l'opposition et qui disait que c'est bien de sillonner le pays, mais le plus important, c'est de proposer des choses aux Gabonais. Nous avons très peu de propositions d'alternatives crédibles sur les réseaux sociaux et je pense que ça, c'est un problème. Nous avons une certaine partie de la classe politique gabonaise qui entend surfer sur l'idée qu'elle se fait du bilan du régime en place pour rallier les Gabonais à leur cause. Mais l'élection ne résout pas tous les problèmes. Il faut cesser de penser que par l'alternance à une élection présidentielle, donc dans le cas d'une élection présidentielle, on résoudra tous les problèmes du Gabon. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il faut parler des idées. Et si nous nous habituons à parler des idées sur les réseaux sociaux, comme à l'université, comme sur des plateaux télévisés, nous allons assainir considérablement le débat public, qu'il soit sur les réseaux sociaux. Nous allons certainement revenir très prochainement sur ce thème de l'alternance. Allez-y. Oui, mais... Vraiment, allons-y sur les propositions. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. La proposition majeure qui rejoint, de mon point de vue, l'axe central de notre débat, c'est le pluralisme. Il faut accentuer le pluralisme. Le pluralisme des idées. Oui, mais Monsieur Fred Moussoc a la parole, s'il vous plaît. Je termine ma proposition. Permettez qu'il termine. Allez-y, messieurs, s'il vous plaît. Nous partons pratiquement à la fin de cette émission. Il faut d'abord accentuer les mécanismes de confrontation. Les idées sont déjà diversifiées. Je prends un exemple simple. En France, lorsqu'il y a l'élection présidentielle, vous avez France 2 qui est un média public, vous avez tous les autres médias privés, TF1 et autres, chacun publie les résultats avec un institut de sondage. C'est la démocratie. Les réseaux sociaux participent de cela. Il faut donc éviter toute entrave à cela. Au Gabon en 2009, pendant 3 jours, les réseaux sociaux ont été coupés. Au Congo, les réseaux sociaux ont été coupés pendant 2 jours. Est-ce des actes de démocratie? Je ne crois pas. Donc vous condamnez cela sur ce plateau? Il faut tout simplement... Excusez-moi. Très bien. Excusez-moi. Merci, donc, messieurs. En France, c'est antidémocratique que TF1 publie les résultats avec un institut de sondage. Nous remercions. Mais il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. On prend le risque que lorsque l'institution habilitée va proclamer les élections, C'est la fin de cette émission. C'est la fin.